Merci de renouveler votre confiance à CAM News 24, votre chaîne d'information en continu. À la une de cette édition du journal, le comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 dans la ville de Douala a tenu ce 24 août sa deuxième réunion préparatoire. Il était question pour toutes les sous-commissions de présenter leurs propositions, lesquelles devaient être adoptées et soumises à l'appréciation des autorités. Les détails dans cette édition. Complexe industriel-portuaire de Kribi, la toute première équipe dirigeante a été nommée ce mardi 23 août 2016 par un décret du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit de Paul Simojean, président du conseil d'administration, Patrice Barthélémy Mélon, directeur général, et Aruna Bako, directeur général adjoint. C'est à suivre dans cette édition. En sport, 8e finale de Allée de la Coupe du Cameroun de football international Sporting Club de Douala s'impose 1-0 devant Talent d'Afrique de Yaoundé. Le duel des deux clubs de deuxième division régionale a donc légèrement tourné à l'avantage du club de la capitale économique cet après-midi au stade de la réunification. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal par cette information de dernière minute. Le port autonome de Douala a un nouveau directeur général. Son nom, Ngo Cyprius. Il est accompagné de M. Moundou Temega, directeur général adjoint. Ils ont été nommés il y a quelques heures à l'issue du conseil d'administration de cette entreprise portuaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 dans la ville de Douala a tenu ce 24 août sa deuxième réunion préparatoire. Il était question, au cours des travaux pour toutes les sous-commissions, de présenter leurs propositions, lesquelles devraient être adoptées et soumises à l'appréciation des autorités. Justice Totoum, Josué Ngongan, revient de la communauté urbaine de Douala. La tenue de la deuxième réunion à Douala du comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 a été une fois de plus l'occasion pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala de montrer combien cet événement sportif doit être un prétexte pour viabiliser la cité économique. Des commissions impliquées à savoir la commission de communication, d'hygiène et salubrité, de marketing, de pavoisement et bien d'autres encore. On retiendra tour à tour des propositions ci-après. La création des fan parks dans des points tels que le stade Mbappé-Lépé, le complexe Camtel de Bépanda, le stade Fampouda Kobert, le parcours Vita et bien d'autres. Nous avons retenu aussi que par rapport au transport, il y aura des sites bien précis de chargement et de déchargement en direction de Limbé et en provenance de Limbé. C'est en gros l'essentiel et je crois que d'ici 2 semaines, un autre élément essentiel qui est le site internet de la ville de Douala qui consacre une grande partie à cet événement. Ce site sera donc dévoilé au grand public. Dans certaines zones, par ailleurs, il a été proposé des écrans LED pour la retransmission et animation des matchs et aussi des comptoirs de rafraîchissement, de sonorisation ainsi que des toilettes publiques. Sur le volet de l'hygiène, l'on devra veiller sur les nettoyages de certains marchés de la ville et bien d'autres lieux encore. Socature a été proposée pour combler le besoin en transport avec des points d'embarquement spécifiques. On note également au rang des propositions la réfection du stade Mbappé-Lépé, le carrefour Ange-Raphaël, le rond-point d'Edo et le relooking des axes tels que le boulevard de la Liberté et l'avenue Amadou Ahidjo. Toutes ces propositions et bien d'autres encore seront étudiées et soumises à l'approbation du comité d'organisation afin d'être déposées chez le préfet et le gouverneur pour amorçage de la phase des réalisations. On aura au terme de cette réunion retenu 2 slogans définitifs, à savoir « Douala au Moulema » et « Le Ndjoka, c'est ici ». Complexe industriel-portuaire de Kribri, la toute première équipe dirigeante a été nommée ce mardi 23 août 2016 par un décret du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit de Jean-Paul Simo, président du conseil d'administration, Patrice Barthélémy Mélon, directeur général, et Aruna Bako, directeur général adjoint.
Tous ont été présentés au terme d'un conseil d'administration ordinaire de cette société à capitaux publics tenue dans la capitale camerounaise. Éric Tichu. Âgé de 53 ans et natif de Bipindi, dans le département de l'Océan, région du Sud, Patrice Barthélemy Melom, le tout premier directeur général du complexe israélo-portuaire de Kribi, était jusque-là coordonnateur du comité de pilotage du chantier de cette infrastructure. Il est donc porté à la tête d'une structure qu'il maîtrise bien pour avoir participé non seulement à la mise sur pied du projet, mais aussi à la construction de ce complexe. Le directeur général adjoint Amarouna était jusqu'à sa nomination procureur général près la Cour d'appel de l'Ouest Cameroun. Jean-Paul Simon, le président du conseil d'administration, est quant à lui docteur en droit et en économie d'entreprise. Financé à hauteur de 207,270 milliards de francs CFA sur la base d'un accord de prêt entre l'État du Cameroun et Exim Bank of China, ce complexe disposera de 4 principales composantes, dont un port en eau profonde d'une vingtaine de quais, une zone d'activité industrielle et linguistique, un corridor multimodal et une nouvelle ville qui se développera sur 4000 hectares. Selon les prévisions, elle devra abriter 100 000 habitants à l'horizon 2040. L'ouvrage se veut l'une des plus importantes plateformes d'Afrique subsaharienne avec entre autres activités l'entreposage, l'acquonage de manutention, de remorquage, de consignation, de stock, de gestion des terminaux, le pilotage et le lamage, les activités industrielles, le transit ainsi que le ravitaillement des navires. Du côté de Babenda, la 14e édition de Vacances sans sida est officiellement lancée. L'objectif fixé cette année est de réduire de façon considérable le taux de prévalence du VIH-Sida qui est évalué à 6% dans le nord-ouest. Pendant 2 semaines environ, 130 pères éducateurs vont sensibiliser les jeunes sur l'importance de connaître son statut sérologique. Colombe et Catal. Avec un taux de prévalence régional de 6,3% dans la région du Nord-Ouest, 130 pères éducateurs ont été retenus pour la sensibilisation sur la pandémie du sida dans le cadre de la 14e édition de Opération Vacances sans sida, si importante pour la première dame Chantal Biya. Pendant 3 semaines, ils vont sillonner les quartiers de 3 arrondissements de la ville de Bamenda, le but étant de persuader les jeunes à connaître leur statut sérologique. Je suis père éducateur Nord-Ouest et le rôle du père éducatif, c'est celui-là ou celle-là qui éduque la population par rapport au VIH. Donc nous sommes d'ailleurs pour sensibiliser la population et surtout la population entre 15 et 25 ans dans la jeunesse. On ne peut pas utiliser seulement le préservatif pour ne pas avoir le VIH. On peut aussi mettre en pratique l'abstinence et la fidélité. Comme l'année dernière, le thème remet un accent particulier sur le slogan « Les go disent stop au VIH-Sida ». Lors de la cérémonie de lancement de Opération Vacances sans Sida, le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a engagé les pères éducateurs à être les dignes agents du changement social, ceux-là même qui doivent aider les jeunes à fuir des comportements à risque. Il s'agit de faire approprier aux jeunes le programme gouvernemental de prévention, et afin qu'ils s'approprient et sensibilisent autour d'eux dans les familles et à la rentrée de classe dans les établissements scolaires du primaire, secondaire à l'universitaire, toute la jeunesse et toute la communauté sur les risques que nous encourons encore dans notre processus d'émergence quand nous ne prévenons pas le VIH-Sida dans notre environnement. Outre la sensibilisation dans les milieux propices à la contamination du VIH-Sida, les pères éducateurs ont également procédé à la distribution des préservatifs masculins et féminins. Cap sur la Damawa, où la salle des actes de la commune d'arrondissement de Gaoundéré 2e a abrité pendant 3 jours la 2e et 3e session
de formation des responsables des comités de développement, des quartiers et autres acteurs sociaux impliqués dans la mise en œuvre du projet d'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers défavorisés du centre urbain de Ngaoundéré 2e. Ces ateliers de formation ont été axés sur l'élaboration de stratégies de gestion des ouvrages communautaires, la citoyenneté et la gouvernance locale. Le but étant d'outiller les différents acteurs à mieux maîtriser la gestion des ouvrages. Joseph Mouafo, Colin Bekata. Citoyenneté et gouvernance locale et élaboration des stratégies de gestion des ouvrages communautaires, tel est le thème central de l'atelier de formation de 4 jours que bénéficient les responsables des comités de développement des quartiers de l'arrondissement de Ngaoundéré 2e. Dans un contexte de décentralisation qui est en marche au Cameroun, les citoyens sont plus que jamais interpellés à s'impliquer dans la gestion des affaires publiques. L'implication des citoyens aux affaires publiques sera tributaire de l'approbation des notions civiques et républicaines. La première session est orientée essentiellement sur la gestion de ces ouvrages communautaires, dont les modules comportent les modalités, les critères, les choix, en termes de quelles sont les régies, quelles sont les gestions déléguées, les gestions communautaires, pour que les membres de ces comités de développement arrivent par eux-mêmes à choisir les modalités les plus adaptées à leurs besoins. Après celle-ci, nous allons passer à la formation sur la gouvernance locale. Bien entendu, dans un processus de décentralisation qui avance réellement à grands pas, on ne peut pas envisager meilleure thématique que celle-là, dans la mesure où elle permet aux populations d'être impliquées sur les questions de participation effective à la base. L'expérience et les études ont révélé que les ouvrages communautaires ont du mal à fonctionner suite à la rétrocession aux populations bénéficiaires. Et pour cause, les populations utilisatrices de ces ouvrages ne parviennent pas à en assurer l'entretien. Le PACV2, projet pilote du développement participatif, propose une solution adéquate à ce sympaternel problème à travers la mise sur pied des comités de gestion de ces ouvrages. Les membres de ces instances, dont le rôle est d'assurer la surveillance des ponts, forages, bornes fontaines et caniveaux pirés maçonnés, seront formés sur les techniques de gestion de ces ouvrages en vue de leur pérennisation. La formation que nous sommes présentement en train de suivre nous édifie dans la gestion des ouvrages communautaires. Nous comptons vraiment qu'avec cette formation qu'on nous donne, nous allons vraiment tenir bien à surveiller les ponceaux et le forage qu'on nous donne dans le quartier. Nous sommes là pour apprendre des outils, des nouveaux outils de la décentralisation et puis faire répercuter cela au niveau des habitants de nos quartiers. Les 4 jours d'atelier seront sanctionnés par l'élaboration de façon participative sur la stratégie de gestion des ouvrages communautaires dont les travaux de réalisation sont suffisamment avancés dans les 6 quartiers cibles du projet. Le projet d'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers défavorisés de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 2e a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne et étalé sur 36 mois. Et puis, éducation, enseignement public et privé au Cameroun, la balance de la performance est-elle équilibrée face à une espèce de transhumance annuelle des élèves et étudiants d'un établissement à un autre? CamNews 24 fait une analyse de l'orientation que donnent les fondateurs d'écoles et l'État camerounais à leur système pédagogique. Justice Totom. L'enseignement privé au Cameroun est composé de l'enseignement privé laïque, confessionnel, communautaire et école des parents. Bien que fort dépendant du public qui en principe se veut comme locomotive, le volet pédagogique de l'enseignement privé au Cameroun semble tenir une longueur d'avance. Plusieurs parents préfèrent généralement affecter leur progéniture dans les établissements privés. Le privé, il y a d'abord, on sélectionne les enseignants de compétences et puis il y a un bon suivi des enfants. Par contre, le lycée, les établissements publics, il y a vraiment de la foutaise, je peux dire ça comme ça. Donc il n'y a pas un très bon suivi. Et puis il y a les enseignants qui ne viennent pas constamment. Il y a trop de désordre en fait. Les facteurs favorables à cette compétence sont multiples. Les promoteurs des établissements privés mettent un accent particulier non seulement sur la discipline du corps enseignant, dont les compétences sont un facteur capital pour la rentabilité de leur investissement. Conséquence, le corps enseignant dès lors se trouve pris au piège d'une obligation de résultat.
Le contraste est énorme puisque les éducateurs de l'enseignement public sont généralement sujets à un profond laxisme compte tenu du fait qu'ils sont rémunérés par le gouvernement. Les écoles publiques, ils ne sont pas sérieux parfois parce que ça peut se comprendre parce que les professeurs, parfois, leur salaire ne sort pas. Et ils viennent à l'école parfois, peut-être, ils ont marché à pied, étant de leur maison jusqu'à l'établissement. Ce qui fait en sorte que quand ils arrivent à l'établissement, ils sont d'abord fâchés, ils n'ont même pas déjeuné, ils n'ont même pas leur salaire. Comment vous pensez que ces professeurs-là peuvent dispenser des cours à ce que les enfants écoutent? Ils ne peuvent pas. En outre, ce qui est généralement désigné comme le système éducatif du Cameroun est un ensemble composite de deux systèmes scolaires distincts et différents l'un de l'autre. En effet, le système éducatif camerounais est organisé autour d'un sous-système anglophone et d'un sous-système francophone dont la valorisation dépend des intendants de l'éducation. En sport, 8e de finale allée de la Coupe du Cameroun de football, International Sporting Club de Douala s'impose 1-0 devant Talent d'Afrique de Yaoundé. Le duel des deux clubs de 2e division régionale a donc légèrement tourné à l'avantage du club de la capitale économique cet après-midi au stade de la réunification. Mais la rencontre a failli tourner au drame suite à un choc reçu par Henri Fassi, sociétaire d'International. Le film de cette partie avec José Ngongan et Michel Ateba. International Sporting Club de Douala ici en vert doit cette victoire à son attaquant maison dossard numéro 9 Tchamba. Alors qu'on revient à peine d'une mi-temps stérile, le jeune attaquant profite d'une erreur de marquage de son adversaire pour propulser le cuir au fond des filets. Au cours de cette deuxième mi-temps, Talent d'Afrique de Yaoundé va manquer de baraka. Son adversaire semble mieux s'exprimer sur une pelouse trempée du stade de la réunification de Douala. La partie se résume alors à des échanges de passes. Le club de la capitale économique, pris de fatigue, ne peut plus rien. Comble de malheur, l'équipe va perdre son milieu de terrain. Suite à un violent choc, Henri Fassi est obligé d'être transporté par l'ambulance devant quelques membres de la commission de la Coupe du Cameroun, médusés. La manche retour à Yaoundé va déterminer le résultat final de cette affiche de 8e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Écoutons à présent les réactions de quelques joueurs rencontrés au terme de cette partie. Je suis comme pour jouer, malgré les circonstances, l'adversaire n'a pas été facile. Bon, le fait est qu'on a gagné chez nous. Ce qu'on a lieu de faire maintenant, c'est aller chez eux et gérer, voir, essayer de marquer aussi pour être à la. Je pense qu'à la phase de tour, je vais essayer de pousser, voir, mettre encore mes gars à l'abri, pouvoir marquer 1 à 2 buts. Après, les attaquants, ils avaient un problème de concentration et tout, mais après, ils sont revenus en question et puis ils se sont appliqués. 1-0, ce n'est pas. C'est un pas au quart de finale. Donc, ce qui fait qu'on va rester toujours concentré, travailler et puis avoir ces qualifications. L'équipe était en place, ils ont bien joué. Bon, c'est le football, chacun est appelé à gagner, à perdre. On ne va pas cracher sur les qualités, c'était vraiment bien en place, mais nous aussi, on s'est préparé pour ça. Donc, on va seulement rester serein et concentré. On a fait une équipe de la D2 régionale à Yaoundé. On s'entraîne au stade Epidi. Ça a bien développé le jeu. Et nous aussi, on a joué, on a essayé de faire ce qu'il fallait. Bon, pour le moment, on doit se préparer pour le match retour, pour voir ce qui va se passer au retour. Sinon, j'apprécie quand même le jeu. Ils ont fait le maximum. Bon, nous aussi, on a tout donné. J'espère qu'au retour, ça va aller. En définition, mais je pense qu'on va améliorer. On va essayer de travailler beaucoup plus devant les buts pour essayer de voir ce qu'on peut faire au match retour. À l'étranger, un fort séisme de magnitude 6,2 a secoué le centre de la péninsule italienne ce mercredi vers 3h30, heure locale du matin, et a été ressenti jusqu'à Rome. Les dégâts sont considérables et impressionnants. Plusieurs victimes sont à déplorer. Reportage. Les décombres à perte de vue témoignent de la violence du séisme. La petite ville d'Amatrice est la plus touchée par le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays cette nuit vers 3h30. Selon son maire, près de la moitié de la commune a été détruite. Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres seraient toujours ensevelies sous les décombres. L'épicentre du séisme se trouve à 10 km au sud-est de Norcia, dans la région de Lombrie. En plus d'Amatrice, les communes d'Accumoli, Posta et Arquata del Tronto ont subi le plus de dégâts. Les secours ont été dépêchés pendant la nuit et au petit matin. À Norcia, moins durement touchée,
le maire s'est voulu rassurant. Commençons par la bonne nouvelle, les bâtiments parasismiques ont sauvé de nombreuses vies. Beaucoup de notre patrimoine historique a été sévèrement endommagé, mais personne n'est blessé grièvement. Il n'y a pas de victimes, juste des personnes légèrement blessées. Le centre de l'Italie avait déjà subi un important séisme de magnitude 6,3 en 2009, qui avait fait plus de 300 morts. À retenir de ce journal qui s'achève, le comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 dans la ville de Douala a tenu ce 24 août sa deuxième réunion préparatoire. Il était question pour toutes les sous-commissions de présenter leurs propositions, lesquelles devraient être adoptées et soumises à l'appréciation des autorités. Et puis, complexe industriel-portuaire de Kribli, la toute première équipe dirigeante a été nommée ce mardi 23 août 2016 par un décret du chef de l'État camerounais. C'était le journal de la rédaction réalisé par Gustave Canada. De votre attention, merci. Restez en compagnie des programmes de CAM News 24 qui se poursuivent.